suis heureux, dans le prolongement des échanges très riches que nous avons eus en commission, de présenter à votre Haute Assemblée le projet de loi de rectification de l'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs. La loi pénale, tout particulièrement lorsqu'elle concerne les mineurs, suscite souvent des débats, parfois excessifs, toujours légitimes, surtout lorsqu'ils permettent de construire un consensus dans notre société, celui d'améliorer le sort de nos enfants et de mieux protéger la société dans son ensemble. Cette réforme est particulièrement attendue et je suis fier de débattre avec vous d'un texte aussi largement concerté avec tous les acteurs de la justice des mineurs. Vous le savez, il a de plus été enrichi en première lecture à l'Assemblée nationale et désormais par votre commission des lois. Je tiens d'ailleurs ici à saluer le travail constructif de votre rapporteure, Madame la sénatrice Canayer, qui a pointé justement, très justement devrais-je dire, un certain nombre d'enjeux sur lesquels, bien sûr, je reviendrai. Je l'ai déjà dit lors de mon audition et je voudrais y insister, cette réforme n'est en rien une construction hâtive, mais le fruit de plus de 10 ans de consultation. Ce sont 4 gardes des Sceaux et presque autant de majorités qui ont préparé ce travail de codification et de clarification de notre droit. Le Sénat y a d'ailleurs largement contribué, avec par exemple le rapport du sénateur Amiel sur les mineurs enfermés rendu en 2018. Longuement mûrie, cette réforme en est d'autant plus équilibrée. J'ai la certitude qu'elle parvient à répondre aux attentes des Français, améliorer la justice pénale applicable aux mineurs délinquants, tout en renforçant les principes fondamentaux de l'ordonnance de 1945, la primauté de l'éducatif, l'atténuation de la peine, la spécialisation des acteurs. Permettez-moi en quelques mots de revenir sur les grands apports de ce texte. Il consacre tout d'abord une justice des mineurs plus efficace et plus lisible, parce que désormais prévisible pour tous. La phase judiciaire éducative interviendra plus vite dans un cadre procédural clarifié et simplifié. La suppression de la phase de mise en examen devant le juge des enfants avec la généralisation de la procédure de césure assure enfin une réponse éducative rapide au plus près du passage à l'acte, gage essentiel de la réactivité et de l'efficacité de la justice des mineurs. Une justice trop longue perd toutes ses vertus pédagogiques. Rappelons la procédure. Le mineur est convoqué à une première audience de culpabilité dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois. Cette première audience est cruciale car elle permet de statuer sur la culpabilité du mineur dans un délai raisonnable, adapté à la particularité de son âge, alors qu'aujourd'hui, ce délai est de 18 mois en moyenne. La seconde audience visant au prononcé de la sanction, mesure éducative ou peine, intervient dans un délai compris entre 6 à 9 mois. Elle clôture une période de mise à l'épreuve éducative. Le temps éducatif n'est pas raccourci. C'est le temps judiciaire qui est encadré. La mesure éducative unique s'inscrit dans un continuum et elle peut d'ailleurs se poursuivre
au-delà de la majorité jusqu'aux 21 ans du jeune. La mise à l'épreuve éducative est modulable selon la situation du mineur et son évolution avec des modules insertion, réparation, placement, santé. Vous retrouvez ici toutes les composantes de la mission menée par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui disposent désormais d'un cadre d'intervention clarifié et flexible. La primauté de l'éducatif est ainsi garantie grâce à une réponse éducative cohérente, encadrée par des délais de procédure. L'effectivité. S'il vous plaît. De la réponse éducative permet de réduire le recours à la détention provisoire qui concerne actuellement environ 80% des mineurs détenus. Les jugements rapides en audience unique restent exceptionnels et soumis à une appréciation individualisée des procureurs spécialisés qui doivent concilier la gravité des faits reprochés et bien sûr la personnalité du mineur. Ces garde-fous sont nombreux et le juge saisi garde la possibilité de revenir au principe de la césure. Ainsi, les grands équilibres sont non seulement maintenus, mais ils sont renforcés. Je tiens également à valoriser ici une conséquence essentielle et primordiale de la réforme, la meilleure prise en charge des victimes qui seront mieux informées et mieux associées à toutes les étapes de la procédure. Je souhaiterais ensuite revenir sur certaines des modifications apportées par votre commission, en commençant par celles touchant au fond du droit, avant d'en venir à la question indissociable de l'entrée en vigueur de la réforme. À ce titre, 3 points me semblent devoir être évoqués. Certains appelant une convergence, d'autres la prolongation des débats. La suppression par la commission de l'intervention du juge des libertés et de la détention, introduite à juste titre lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, ne peut qu'affaiblir l'exigence d'impartialité qui doit trouver à s'appliquer également aux mineurs, comme c'est déjà le cas pour les majeurs. J'attire votre attention sur les difficultés soulevées en pratique par l'intervention de plusieurs juges des enfants prévus par votre commission, notamment au sein des petites juridictions dans lesquelles il n'y en a souvent qu'un seul. C'est pour ces raisons, tant juridiques que pratiques, que le gouvernement vous propose, par amendement, de garantir l'impartialité de la justice des mineurs au stade de la mise en examen en prévoyant l'intervention du juge des libertés et de la détention sans que cela remette d'une quelconque manière la continuité du suivi des mineurs par le juge des enfants. La commission des lois est revenue sur les compétences pourtant bien établies et qui ne soulèvent aucune difficulté juridique du tribunal de police pour les contraventions de faible intensité des 4 premières classes. Or, l'ensemble des acteurs de terrain sont unanimes pour estimer que l'intervention d'un juge des enfants spécialisé doit rester dédiée au seul suivi éducatif de long terme. La confusion des procédures ne peut que nuire à la lisibilité de la justice des mineurs et donc à son efficacité. J'ai en revanche été convaincu par la proposition de votre commission visant à renforcer la force normative de la définition du discernement désormais insérée dans la partie législative. Je souscris à l'objectif poursuivi, tout en suggérant, en termes d'écriture, d'y intégrer les notions de compréhension et de volonté qui sont plus objectivables que celles de maturité. Nous pouvons ici nous référer à la définition adoptée par la Cour de cassation
faisant référence à la compréhension de la procédure pénale par le mineur. Il nous faut enfin évoquer la question de l'entrée en vigueur de la réforme, qui est tout à la fois liée à la question des moyens, mais aussi à l'importance des modifications apportées au texte lors des débats parlementaires. En termes de moyens, je veux souligner une fois de plus que le gouvernement s'est employé depuis de nombreux mois à donner à toutes les parties prenantes les moyens indispensables à la bonne mise en œuvre de la réforme. C'est ainsi que des moyens humains supplémentaires conséquents ont été attribués aux juridictions et aux services de protection judiciaire de la jeunesse. 252 emplois nouveaux créés jusqu'en 2022, 86 éducateurs recrutés dans le cadre des budgets alloués à la justice de proximité et près de 72 magistrats recrutés en 2020, dont 24 juges pour enfants. L'inspection générale de la justice a également été missionnée pour favoriser l'adaptation des pratiques professionnelles et apporter un appui déterminant aux juridictions les plus en difficulté. Et je tiens à saluer ici la mobilisation exceptionnelle des acteurs de terrain pour s'approprier cette réforme au plus vite. En effet, de très nombreuses concertations locales ont été menées afin de parvenir à une appropriation de la réforme dans les meilleurs délais. Enfin, les efforts conjugués des juridictions, malgré la crise sanitaire, ont permis l'apurement d'une partie des stocks, pardon pour ce terme néo-capitalistique, mais c'est le terme utilisé, grâce à la création d'audiences supplémentaires et à la réorientation des dossiers les plus anciens. Aujourd'hui, la grande majorité des juridictions est désormais prête à intégrer la nouvelle procédure. Je vous ai dit en commission, seulement une dizaine d'entre elles se trouvent en difficulté et bénéficient à ce titre d'un appui renforcé. Mais l'entrée en vigueur dépend aussi de la nature et de l'importance des modifications introduites par le législateur au texte de l'ordonnance, comme aux aléas liés au contexte de la crise sanitaire. Quel est le dernier état de la situation ? À contexte sanitaire inchangé, et vous savez à quel point il peut encore évoluer dans les semaines à venir, et au regard des derniers éléments communiqués par mes services, seule la modification substantielle liée à l'intervention du JLD dans la procédure conduit à des adaptations informatiques et opérationnelles telles qu'un temps supplémentaire de préparation peut être nécessaire. Comme j'ai bon espoir que nos discussions permettent, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, la réintroduction des dispositions relatives au JLD et dans un esprit de dialogue constructif et de cohérence, le gouvernement prend acte du report de la date d'entrée en vigueur votée par votre commission. Je souhaiterais conclure mon propos en me réjouissant des conditions dans lesquelles nous allons débattre, avec l'espoir de converger sur un certain nombre de sujets, pour ne pas dire sur la quasi-totalité. Vous l'aurez compris, cette réforme représente aujourd'hui une formidable occasion de démontrer notre capacité à mieux protéger la société dans son ensemble, tout en améliorant l'adéquation de la réponse pénale à la situation si particulière des mineurs. C'est cet espoir que je souhaite aujourd'hui porter avec vous. La justice n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se préoccupe du sort des plus petits. Merci. La parole est à Madame Agnès Canayer, rapporteure de la Commission des lois, et pour 10 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la modernisation de la justice pénale des mineurs est une réforme attendue, et là nous sommes d'accord. Le constat est partagé. L'ordonnance du 2 février 1945, 39 fois modifiée, a perdu de sa cohérence et de son efficacité.
La sédimentation des réformes législatives a rendu ce texte peu lisible pour les juristes et peu compréhensible pour les mineurs. Mais surtout, l'ordonnance de 1945 ne permet plus de répondre aux exigences du respect des droits de l'enfant et de l'efficacité de la lutte contre la délinquance des mineurs. 2 chiffres traduisent l'épuisement de l'ordonnance de 1945. 18 mois en moyenne pour la justice pénale des mineurs pour juger. Et comme 60% des auteurs ont entre 16 et 18 ans, la sanction arrive souvent après la majorité. Et 80% des mineurs emprisonnés sont en détention provisoire. Vous nous l'avez dit, Monsieur le Ministre, ce chiffre parle de lui-même. L'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs, dont nous examinons aujourd'hui le projet de loi de ratification, répond clairement à cet ambitieux objectif de modernisation de la justice pénale des mineurs. Mais malheureusement, a pris une route sinueuse qui impose l'allongement du chemin pour atteindre le but. Les innovations apportées par le nouveau Code de justice pénale des mineurs sont avant tout procédurales et appellent, mes chers collègues, plusieurs appréciations. Nous pouvons donc regretter à ce stade le manque d'ambition de la réforme, l'acte manqué d'un véritable Code des mineurs, réformant à la fois l'enfance délinquante, mais aussi l'enfance en danger. Malheureusement, l'enfant délinquant est trop souvent un enfant victime de carences éducatives, de parents absents, du manque de repères éducatifs. Je me félicite des amendements de ma collègue Valérie Boyer qui tentent à mieux responsabiliser les parents. Mais nous pouvons aussi nous satisfaire que le projet reprenne les grands principes de l'ordonnance de 1945. L'atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge, la primauté de l'éducatif sur le répressif et la spécialisation des juridictions. Principes fondamentaux, ils constituent le socle de la justice pénale des mineurs, une justice adaptée à un public plus vulnérable. La spécialisation de l'ensemble des magistrats qui interviennent auprès des mineurs est la base d'une justice familiarisée aux questions éducatives, indissociable de la répression des mineurs. C'est pourquoi la commission des lois du Sénat a souhaité appliquer ce principe dans son intégralité. Elle a décidé, vous l'avez dit, de supprimer le recours au tribunal de police pour les contraventions des 4 premières classes. Le juge des enfants, en tant que magistrat spécialisé, doit avoir une vision globale sur l'ensemble des infractions commises par le mineur, même les plus modestes, pour agir le plus tôt possible. C'est l'esprit même du Code de la justice pénale des mineurs. De même, l'introduction du juge de la liberté de la détention par les députés pour statuer sur la détention provisoire des mineurs incarcérés nous paraît une atteinte inutile au principe de spécialisation des juridictions des mineurs. Certes, ce dispositif vise à mieux répondre à l'injonction du Conseil constitutionnel relative à l'impartialité du juge. Cependant, nous considérons que la conciliation des principes d'impartialité et de spécialisation sera plus équilibrée si le contentieux de la liberté de la détention est confié à un juge des enfants, autre que celui qui statuera sur la culpabilité ou, à défaut, un magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire en raison de son expérience sur les questions de l'enfance. C'est tout le sens de l'amendement adopté en commission. La spécialisation des JLD ne sera en fait que de façade. Ils sont moins nombreux que les juges des enfants dans les petites juridictions. Et l'habilitation de tous les JLD reviendra à effacer le principe de spécialisation. Par ailleurs, les juges de la liberté de la détention seront accaparés par le contentieux de la dignité en prison au détriment du contentieux des mineurs délinquants. Enfin, concernant les principes cardinaux, l'ordonnance de 2019 fixe l'âge pivot de la présomption de discernement à 13 ans. Tout mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas être capable de discernement et ceux d'au moins 13 le sont. Ce principe nouveau appelle 3 remarques. Sur l'âge, il répond aux attentes de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France. Il n'existe pas aujourd'hui de consensus sur l'âge pivot du discernement du mineur. L'âge de 13 ans est lui par contre reconnu dans le droit positif. De plus, l'introduction de la présomption simple est plus protectrice du mineur et de sa victime. Elle oblige le juge à se poser la question de sa capacité de discernement. Si l'auteur a moins de 13 ans et que le juge prouve qu'il est capable de discernement, les poursuites pourront être engagées, comme dans la triste affaire de la petite Évaëlle, et à contrario. La présomption simple permet la souplesse de l'adaptation à la maturité du mineur, ce que ne permet pas de déceler la date d'anniversaire. Le discernement est défini dans le code pénal, mais les critères retenus sont avant tout les troubles psychiques et neuropsychiques, insuffisants pour les mineurs. La Cour de cassation a une jurisprudence constante. Il nous paraissait important que cette définition puisse s'intégrer dans la partie législative.
C'est l'occasion de l'intégrer dans ce nouveau code pénal de la justice des mineurs plus moderne. Cette définition est attendue par les magistrats. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d'en fixer les critères d'appréciation et non l'inverse. Enfin, nous pouvons nous féliciter de la simplification de la procédure et de la rationalisation de la gamme des sanctions applicables aux mineurs. La principale innovation de cette réforme procédurale consiste à ancrer la césure de la procédure comme principe et l'audience unique comme exception. Le mineur sera jugé selon la procédure de mise à l'épreuve éducative. Elle se déroulera en 3 phases, une audience de culpabilité, une période de mise à l'épreuve éducative et une audience de sanction. Encadrée dans des délais courts, 10 jours à 3 mois pour l'audience de culpabilité, 6 à 9 mois pour l'audience de sanction, cette procédure a le mérite de fixer rapidement le mineur sur son sort et de permettre à la victime d'être indemnisée dans les meilleurs délais. Néanmoins, son efficacité dépendra non seulement des moyens dont disposera la justice des mineurs pour respecter les délais non contraignants, mais la capacité qu'auront les services de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, à mettre en œuvre de manière instantanée les mesures éducatives. À cette fin, la commission des lois a adopté un amendement obligeant la PJJ à fixer la date de mise en œuvre des mesures éducatives provisoires à l'audience de culpabilité. La continuité et la cohérence éducative sont au cœur de la réforme. Pour les mineurs déjà fortement connus et pour lesquels il existe un risque de non-représentation, ils peuvent être jugés au cours d'une audience unique qui doit rester l'exception. La rationalisation de la gamme des sanctions constitue un enjeu d'efficacité dans la politique de lutte contre la délinquance des mineurs, afin que d'une part, la mesure soit mieux adaptée à la situation du mineur et d'autre part, mieux comprise par le jeune. Donc, vous comprenez, mes chers collègues, cette modernisation du Code de la justice pénale des mineurs est une bonne réforme, voulue et attendue. C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas, Monsieur le ministre, la méthode employée, peu respectueuse du travail parlementaire et à marche forcée. Nous ne nous appesantirons pas sur le recours aux ordonnances. Le parallélisme des formes ne s'imposait pas. Le contexte de 1945 n'est pas celui de 2019. Un sujet d'ampleur tel que le nouveau code de justice pénale des mineurs aurait justifié un vrai débat parlementaire et pas au détour d'une loi de ratification. Nous ne nous appesantirons pas sur le calendrier parlementaire contraint. La crise de la Covid a naturellement bousculé les priorités législatives. Alors que l'Assemblée nationale a adopté cette ordonnance de près de 250 articles entre 2 votes budgétaires, le Sénat est saisi en 3 jours, alors qu'il y a tant d'ordonnances qui attendent leur ratification. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi tant de précipitation? Pourquoi vouloir faire adopter à marche forcée cette réforme d'ampleur, attendue au point de ne pas respecter le travail parlementaire, en rédigeant la partie réglementaire avant les débats au Sénat, en donnant des instructions aux juridictions sur l'application de la réforme juste après l'adoption de la petite loi par l'Assemblée nationale? Après 10 ans de gestation, la réforme de la justice pénale des mineurs n'est plus à quelques mois près. La commission des lois du Sénat, à l'unanimité, a considéré que le report de l'entrée en vigueur de la réforme au 30 septembre 2020 était sage. Non pas, comme nous pouvons l'entendre, pour enterrer la réforme, mais bien au contraire, parce que nous croyons au bien-fondé de ce nouveau code pénal de la justice des mineurs, pour lui donner toutes les chances d'atteindre son objectif de réduction de la délinquance. Car, Monsieur le ministre, même avec tous les efforts d'anticipation, les juridictions pour les mineurs ne sont pas prêtes. La crise de la Covid, la grève des avocats n'ont pas permis d'écouler tous les stocks possibles. Certes, des moyens humains ont été affectés, mais en nombre insuffisant pour réduire les stocks dans des délais aussi contraints et permettre un double audiencement maîtrisé. Car si les magistrats spécialisés ont absorbé les enjeux de la réforme, c'est loin d'être le cas des greffiers, toujours en nombre insuffisant, et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, dont le rôle dans la réussite de la réforme est crucial. La baisse du budget de formation de la PJJ pour 2021 est un facteur d'inquiétude supplémentaire. Mais surtout, les outils informatiques à la disposition des magistrats et de la PJJ ne seront pas prêts dans 2 mois. Le logiciel Cassiopée, qui permet le suivi des tribunaux judiciaires, ne sera pas opérationnel. Il faut dire que les informaticiens du ministère ont d'autres priorités, puisque Cassiopée n'a toujours pas intégré la réforme du bloc PEM. De même, le logiciel Parcours de la PJJ, essentiel pour la continuité éducative, cœur de la réforme, ne sera totalement déployé qu'en décembre 2021. Alors, Monsieur le ministre, mes chers collègues, beaucoup vont trop vite et nulle part. La direction est plus importante que la vitesse. Ce sage proverbe doit nous guider pour faire en sorte que la réforme du Code de la justice pénale des mineurs, qui est sur la bonne direction, aille au bout de ses objectifs.
C'est pourquoi nous vous proposons de ratifier cette ordonnance et d'en reporter avec sagesse l'entrée en vigueur au 30 septembre 2021. Merci. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Mesdames Éliane Assassi, Cécile Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée sous le numéro 1 rectifié tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. La parole est à Madame la présidente Assassi pour la motion et pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi de ratification nous interroge tant sur la forme que sur le fond. Si l'examen d'un tel texte a été perturbé, cela n'est pas en raison du contexte sanitaire, mais bien en raison de la méthode choisie par le gouvernement pour réformer une fois encore par voie d'ordonnance. La précipitation dans laquelle cette réforme a été présentée, un amendement au détour d'une séance publique pour habiliter le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, puis discuter 2 jours à l'Assemblée nationale et quelques demi-journées à venir au Sénat en procédure accélérée, illustre un certain irrespect pour les travaux du Parlement, dont notre Chambre haute, comme en témoigne la diffusion de votre circulaire le 18 décembre dernier, ou encore la publication de la partie réglementaire de ce code avant l'examen complet de la partie législative. Monsieur le ministre, vous avez fait valoir que cette réforme était le fruit de plus de 10 ans de consultation. 4 gardes des Sceaux et presque autant de majorités l'auraient préparée. Pourquoi donc, en bout de course, ne laisser au Parlement qu'un article de ratification et 4 jours de débat ? Pour passer en revue les 277 articles que contient ce nouveau code de justice pénale des mineurs, sans l'étude d'impact que permet un projet de loi ordinaire, puisqu'il s'agit d'un projet de loi de ratification, sans base de comparaison claire et solide des 2 ordonnances finalement, si ce n'est le rapport rapide de notre commission et le rapport plus que rapide de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Avec cette approche, le gouvernement met le Parlement dans une nasse, faisant usage point par point de tous les mécanismes permettant de faire passer au plus vite un maximum de mesures. Finalement, ce que ce texte prône sur le fond, à savoir traiter le maximum d'affaires le plus rapidement possible et en sollicitant le moins de professionnels possible, collégialité mise à mal dans certains cas, processus déjà engagé pour la justice dans son ensemble avec la réforme Belloubet dans le cadre de la justice rendue aux mineurs. Ce que ce texte prône donc, sur le fond, se retrouve dans la manière de faire. Comment voir les choses autrement lorsque l'unique article du projet de loi initial ne comportait qu'un seul article demandant le blanc-seing du Parlement pour la rédaction de l'ensemble d'un nouveau code pénal des mineurs, issu d'un héritage historique qui n'est pas des moindres, l'ordonnance de 1945 et avec elle toute l'appréhension nouvelle de la justice qui devait être rendue aux mineurs dans un contexte de reconstruction du pays. On aurait pu s'imaginer que le contexte inédit dans lequel s'inscrit ce débat eût fait réfléchir le gouvernement autrement en considérant la jeunesse, comme en 1945, comme un atout fort pour surmonter la crise sanitaire et économique que nous traversons et donc méritant une attention plus particulière et attentive que celle proposée aujourd'hui. Mais une ellipse temporelle semble être passée par là. L'héritage historique de 1945 a été troqué, pas sur la forme bien sûr, il est rappelé et encensé à plusieurs reprises, mais sur le fond, contre celui des tristes années 2000 en matière de réforme pour la justice des mineurs. Dans sa célèbre décision du 29 août 2002 relative à la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, dite loi Perben 1, le Conseil constitutionnel a érigé le principe de spécificité de la justice pénale des mineurs au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Face à la délinquance des mineurs, le choix de faire primer la réponse éducative sur la réponse répressive apparaît donc nettement établi par le juge constitutionnel. Mais comme l'explique l'enseignante-chercheuse en droit public à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Nadia Bédiard, soucieux de lutter contre l'insécurité que générerait la délinquance juvénile, problématique qui a trouvé une place solide dans les débats publics, le législateur français a cédé, à l'instar de nombreux pays, au réflexe sécuritaire.
Ainsi, l'arsenal pénal tend à se diversifier et à se durcir depuis la loi Perben 1 de 2002 pour apporter des réponses à un phénomène de délinquance juvénile jugé en forte croissance. Les précisions apportées par les réformes successives du droit pénal sont traduites par le développement d'un mouvement visant une forte responsabilisation des mineurs. Cette dynamique a produit la mise en place d'un dispositif pénal de plus en plus coercitif et l'idée d'un droit pénal des mineurs de plus en plus proche du droit général, ainsi que le recours à un schéma répressif destiné à permettre la rééducation des mineurs délinquants, exception de minorité pour les plus de 16 ans, droit de la défense pas toujours garanti, par exemple. La loi Perben 1, en parallèle au contrôle judiciaire pour les mineurs et au sursis mis à l'épreuve, a créé des centres éducatifs fermés. La loi Sarkozy, en 2003, a quant à elle créé de nouveaux types d'infractions venant stigmatiser davantage une jeunesse des quartiers, comme l'entrave à la circulation dans les halls d'immeubles ou la participation à un groupement en vue de commettre un délit, ou encore le fichage des mineurs auteurs d'infractions pénales, pour ne citer que ces lois. Dans leur sillage, le gouvernement crée aujourd'hui 20 nouveaux centres éducatifs fermés. Il brouille le temps éducatif et le temps judiciaire en les enserrant dans des délais intenables, avec la procédure de césure et avec la possibilité de balayer les jugements en une audience unique, ainsi que celle d'un jugement sur sanction sans collégialité. Ce bref retour en arrière est important pour comprendre, selon nous, la lente mais sûre entreprise de démolition des grands principes de l'ordonnance de 1945, qui, ne soyons pas naïfs, si elle était révolutionnaire en son temps, n'était pas magique non plus, faisant passer les établissements publics qualifiés avant-guerre de bagnes d'enfants à l'éducation surveillée. Il s'agissait finalement, avant tout, d'une prise de conscience collective de l'importance d'éduquer les mineurs, de prendre soin de l'enfance. Car le mineur, cela a été dit, est souvent un être en souffrance, mais surtout, le mineur n'est pas un adulte, c'est un enfant, un jeune en construction, en devenir. C'est pourquoi traiter de la justice des mineurs n'est pas une simple question juridique. Cette matière sensible qu'est la rééducation de la jeunesse en difficulté amène à une réflexion au sein de laquelle s'entremêlent et se confondent le philosophique, le juridique, le judiciaire et l'éducatif, et je dirais même l'historique et le sociologique. Car les mineurs, enfants et adolescents, sont aussi le reflet du monde qui les entoure, leur environnement social et familial, bien sûr, mais aussi la société dans son ensemble, marquée également ces 20 dernières années par l'avènement d'Internet et du monde numérique avec lequel la jeunesse a évolué. Certes, l'ensemble des professionnels de la justice, magistrats, procureurs, ont assisté à un glissement vers une aggravation des actes commis par des mineurs primo-délinquants, mais cela n'est pas sans cause, comme l'expliquait Martin Levrel, commissaire divisionnaire à Roubaix, lors d'un colloque à l'Assemblée nationale sur les 70 ans de l'ordonnance de 1945. Avec l'explosion d'Internet, nous sommes pour ainsi dire passés des dégradations de voitures pour y dérober des autoradios à des jeunes dans certains quartiers difficiles qui disent vouloir former des bandes comme au Mexique ou en Amérique latine, s'auto-alimentant autour de leurs fantasmes de criminalité organisée que les médias de masse et Internet véhiculent volontiers. Tout cela est à prendre en compte. Et cette réforme n'est pas née de rien non plus. Elle s'ancre dans cette dérive répressive qui se contente de soigner des maux profonds en s'attaquant uniquement aux symptômes. Cette réforme entérine un profond changement de paradigme. Le principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif est largement atténué, si ce n'est inversé avec ce texte. Sous couvert d'une délinquance juvénile qui aurait muté et serait devenue davantage violente, où on supplante l'éducatif pour le répressif, c'est un cercle vicieux. Ainsi, des enfants d'Apache, dits des enfants d'ouvriers, sous la monarchie de Juillet, aux enfants des quartiers populaires à nettoyer au Karcher dans les années Sarkozy, on en arrive aujourd'hui sous des termes plus feutrés, certes, mais aussi plus hypocrites, à viser les mineurs non accompagnés, les fameux MNA, autrement dit les mineurs isolés étrangers, que certains souhaiteraient voir expulsés de notre pays à la moindre petite infraction, mesure, je cite la rapporteure en commission, malheureusement inconstitutionnelle. Laissez-moi vous rappeler que le fait que ces mineurs soient venus d'ailleurs n'en fait pas moins des enfants comme les nôtres, et que nous leur devons,
en plus de la protection et de l'asile, la même application de notre justice, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. Mes chers collègues, la philosophie avec laquelle ce texte est abordé reflète, vous l'aurez compris, et nous en sommes convaincus pour notre part, toute une vision de la société, celle adoptée de concert par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale de droite ici au Sénat, qui ne vise pas uniquement à simplifier sur la forme l'ordonnance de 1945, mais bien à la réformer au fond pour la marquer du sceau des dispositifs répressifs qui l'ont terni ces dernières années. Au sein du modèle socio-économique libéral bien établi dans lequel évolue notre pays, l'approche répressive des dérives, quelles qu'elles soient, et dès le plus jeune âge, a hélas de nombreux tristes jours devant elle. Pourtant, il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance. Et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Ces premières phrases de l'ordonnance de 1945, héritage du Conseil national de la Résistance, continueront pour nous à être une boussole dans tous nos débats. Merci. La parole est à Monsieur Thani Mohamed Soilihi, contre la motion et pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas utiliser les 10 minutes. Je n'allongerai pas à l'excès nos débats qui débutent à peine. Toutefois, justement parce que la motion qui nous est présentée vise à les interrompre sans délai, je tenais à expliquer les raisons qui nous conduiront à voter contre la motion. Son exposé des motifs souligne que le projet de loi qui est inscrit à notre ordre du jour ne serait acceptable ni sur le fond ni sur la forme. Eh bien, permettez-moi de vous dire, chers collègues, que la présente motion nous semble présenter elle-même cette double carence de fond et de forme. Pour ne pas anticiper les éléments qui interviendront dans la discussion générale, je m'en tiendrai ici à la forme. Il nous apparaît tout à fait singulier et contradictoire d'écarter d'un revers de la main un débat que nous avons sollicité à plusieurs reprises et à juste titre auprès de vous, Monsieur le garde des Sceaux, et de votre prédécesseur. Un débat qui intervient donc effectivement ce soir, conformément aux engagements pris et dans le cadre duquel nous est soumis l'ensemble des articles du Code de la justice pénale des mineurs. Il nous semble indispensable que le débat sur cette codification attendue par les acteurs du terrain puisse se tenir et nous voterons donc contre cette motion. Merci. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure ? Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le Sénat a suffisamment relevé la problématique de la méthode et de l'absence de débat, donc pour se priver ce soir d'un débat autour de ce texte fondamental de la justice pénale des mineurs, dont nous considérons que c'est un texte qui répond à des objectifs, notamment de justice de la délinquance des mineurs, et qui met en place une réforme modernisant cette justice pénale dans un objectif de mieux répondre aux besoins et aux objectifs de la délinquance aujourd'hui de notre pays, dont l'actualité nous rappelle régulièrement les enjeux. Donc, pour ces raisons, nous serons bien évidemment défavorables à cette question préalable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le garde des Sceaux ? Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, sans surprise, le gouvernement est défavorable, vous l'imaginez bien. Quelques mots, Madame la sénatrice, très rapidement. Peut-être pour corriger d'abord quelques inexactitudes. Le budget de la formation de la DPJJ n'a pas diminué, contrairement à ce que vous dites. Vous l'avez affirmé péremptoirement, c'est une petite erreur. Et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Ensuite, s'agissant des MNA, vous dites, ne vous en déplaise, les MNA, le M c'est mineur et ce sont des mineurs comme les autres je voudrais vous répondre tranquillement, gentiment, et ce sont des mineurs qui seront pris en charge évidemment par ce texte quand il entrera en vigueur. Je conteste, mais avec la plus farouche détermination, l'idée qu'on n'ait pas discuté sur ce texte. Je vais vous rappeler quand même que ça démarre en 2008. C'est la commission Varinard, 32 parlementaires,
des spécialistes du droit des mineurs, 2009, rédaction d'un avant-projet de loi portant code de justice pénale des mineurs, soumis à de très nombreuses consultations. Ce sont des questionnaires qui ont été adressés à tous les intervenants de la justice des mineurs. C'est en 2010 une proposition de réforme portée par l'Association française des magistrats de la jeunesse, etc., etc., etc. Je ne veux pas faire la liste. J'ai promis, et je vous ai promis que je serai bref, et je tiendrai donc ma parole sur ce point. Mais dire qu'il n'y a pas eu de concertation, ça n'est pas vrai. Et puis, il y a eu le travail de l'Assemblée nationale et le travail de la Commission des lois. Et Dieu sait que ce travail a été riche, constructif. J'ai dit les convergences que nous avions et j'ai dit aussi les divergences qui subsistaient. Alors, dire par ailleurs, mais ça c'est pour moi de la posture, je le dis sans aucune acrimonie, que ce texte a vocation de détruire l'ordonnance de 1945, c'est très curieux, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Vous pouvez dire si, je vais redire non, on ne va pas évoluer beaucoup. Non, ça n'est pas vrai, Madame la sénatrice. C'est tout le contraire, c'est la primauté de l'éducatif. Mais je vais vous donner 2 raisons, moi, d'aimer ce texte. Et ce texte n'est pas le mien, vous le savez. T'es loin d'être garde des Sceaux, parce que ça commence en 2008. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu 4 gardes des Sceaux. Mais quand même, aucun délai dans la procédure actuelle ne vient enserrer la mise en examen. C'est générateur de stock, ça. Parce que quand vous avez un gamin qui est en liberté quand il n'y a aucun délai, les dossiers s'empilent. Ça, c'est une certitude et une réalité, pardon de le dire. Je vous donne un deuxième élément qui devrait emporter votre conviction. Peut-être est-elle définitivement faite. Mais on a des gamins aujourd'hui qui commettent des faits, ils ont 16 ans, ils sont jugés, ils en ont 22. Est-ce que ça a un sens ? D'abord, posons-nous la question, est-ce que ça a un sens pour eux ? Parce qu'avant d'être sénateur, garde des Sceaux, député, magistrat, on est peut-être père de famille, père ou mère de famille. Moi, écoutez, si je fais dans l'éducatif ou dans le punitif à l'égard de mes enfants, ils sont grands maintenant, mais ça n'intervient pas 6 mois après, c'est tout de suite. Pardonnez-moi, mais enfin, quand un gamin de 16 ans commet une infraction et qu'il est jugé quand il en a 22, qu'il est marié et qu'il a changé de vie, mais je pourrais terminer. Ça n'a strictement aucun sens. La justice, elle ne tourne pas à vide pour elle-même. Elle a un sens pédagogique, surtout pour les gamins. La sanction, elle doit intervenir tout de suite. J'ai rappelé les délais. Ici, on a d'abord une décision sur la culpabilité. Et ensuite, une mise à l'épreuve, une première mise à l'épreuve. Et puis, un jugement sur le quantum. Et l'éducatif peut se prolonger au-delà de cette décision. Mais c'est formidable, ça, je suis absolument désolé. Ça n'est pas le système actuel où on a des procédures qui connaissent leur épilogue. 18 mois de moyenne, c'est vous dire. Enfin, pour les plus longues procédures, c'est bien au-delà de 18 mois. Ça n'a aucun sens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'exception de quelques-uns, en première lecture, il y a eu forme d'unanimité, de consensus sur ce texte. Bien, j'espère vous avoir convaincu. J'en suis pas certain, Madame la sénatrice, et comme je n'ai pas le goût de l'effort inutile, je vais tout de suite m'asseoir. Merci. Y a-t-il des explications de vote ? Je n'en vois pas. Je vais donc consulter le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion. Alors, qui est pour cette motion ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La motion n'est pas adoptée. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de commencer par ces quelques mots de votre illustre prédécesseur Robert Badinter. Un mineur, c'est un être en devenir. L'objectif premier de la justice des mineurs, c'est de les intégrer ou de les réinsérer dans la société. Alors oui, au nom de ce noble objectif, l'ordonnance de 1945 se devait d'être remise à plat, réécrite, enrichie et enfin codifiée. En effet, une quarantaine de réformes depuis 1945, comme l'a précisé tout à l'heure Madame la rapporteure, ont rendu ce texte fondateur bien complexe, difficile à appréhender, y compris pour les professionnels, et parfois
en incohérence avec le code pénal. Sur un aspect purement formel, ce projet de loi est donc tout à fait bienvenu. Cette ordonnance de 1945 nous donne en héritage un socle de principes, la primauté de l'éducatif sur le répressif, la spécialisation des juridictions pour mineurs et l'atténuation de leur responsabilité pénale. Des principes fondamentaux qu'il était indispensable de ne pas perdre de vue, car juger les mineurs, c'est avant tout trouver un équilibre délicat entre la nécessaire protection de la société et l'indispensable prise en compte de l'intérêt de l'enfant, ce citoyen en devenir. Un enfant est un enfant, et on ne peut pas lui prêter la même compréhension du monde qui l'entoure et de ses actes qu'un adulte. Ainsi, en cette matière, et peut-être plus que dans d'autres, gardons-nous des raisonnements simplistes et des jugements hâtifs. Et si l'enfant n'a pas la même compréhension du monde, il n'a pas non plus la même temporalité qu'un adulte. Lorsqu'on a 50 ans, un an, c'est un 50e de sa vie. Lorsqu'on a 10 ans, c'est un 10e, soit beaucoup plus. Et 6 mois, 12 mois, 2 ans pour un adulte peuvent équivaloir à 3 ans, 5 ans, 10 ans pour un enfant. Bref, c'est long. C'est pourquoi raccourcir les délais et créer une césure avec une première audience sur la culpabilité dans les 3 mois qui suivent le début de la procédure devrait apporter une véritable amélioration pour l'enfant jugé, mais aussi pour la victime qui pourra ainsi voir sa demande prise en compte rapidement. Ce temps judiciaire long, c'est aussi un grand nombre de mineurs en détention provisoire. Fin 2020, 80% des mineurs détenus l'étaient en détention provisoire. Pour les majeurs, c'est de l'ordre d'un tiers, ce qui pourrait laisser entendre que beaucoup de ces mineurs n'auraient pas dû passer par la case prison, laquelle case n'est pas, on le sait, le meilleur lieu d'éducation et de réinsertion. Après cette première audience, si le mineur est déclaré coupable, viennent 6 à 9 mois de suivi éducatif devant lui permettre d'intégrer sa culpabilité et de comprendre la portée de ses actes, et surtout de prendre des mesures évitant toute réitération. C'est alors qu'interviendra une seconde audience qui décidera de la sanction en tenant compte du comportement et de l'implication de l'adolescent durant son parcours éducatif. Cette volonté d'aller plus vite, nous ne pouvons que la saluer, Monsieur le Ministre. J'attire cependant votre attention sur l'importance de donner à notre justice les moyens de vos ambitions, je dirais même de nos ambitions. En l'état actuel des choses, il est à craindre que ces délais ne puissent être respectés, tout comme ils ont du mal à être tenus aujourd'hui. Permettez-moi de prendre ici un exemple très concret. Depuis la loi du 27 mars 2012 de programmation et d'exécution des peines, et en particulier son article 12 alinéa 3, les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont tenus de prendre en charge le mineur ayant fait l'objet d'une décision judiciaire au plus tard 5 jours après cette décision. L'intention est louable et en pratique, les services convoquent bien les mineurs dans ce délai afin d'être en conformité avec la loi, mais c'est souvent simplement pour lui fixer un rendez-vous ultérieur, souvent 1 mois après, faute de moyens. La réalité des 5 jours, c'est 35 jours. Là encore, un problème de temporalité, mais qui n'est pas lié à l'âge des protagonistes, plus sûrement, à mon avis, à leur nombre, que ce soit côté mineur ou côté PJJ. Lors d'une audition où notre collègue Maryse Carrère vous interrogeait sur les moyens de la PJJ et le besoin de renforcement par rapport à la réforme, vous lui avez assez justement répondu qu'il n'y aurait pas plus de mineurs et que le travail de la PJJ ne serait pas très différent. C'est juste. Mais les difficultés de la PJJ resteront également les mêmes et leur capacité à accompagner les mineurs et à les prendre en charge dans un temps court, chose qu'ils ont du mal à faire aujourd'hui, leur sera tout aussi compliquée si vous ne les aidez pas. Alors, Monsieur le Ministre, au regard de l'ambition de ce texte, ne partons pas du principe qu'une fois de plus, l'intendance suivra. Et donnons à notre justice les moyens humains et matériels, et je pense ici, vous vous en doutez bien, à l'informatique,
pour s'assurer du succès de cette réforme. Je ne reviendrai pas sur la présomption simple de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, voilà qui nous met en conformité avec le droit international. Je salue tout de même, à ce sujet, le travail de notre rapporteur, comme vous l'avez fait vous-même d'ailleurs, Monsieur le Ministre, qui apporte quelques pistes permettant de définir le discernement afin d'éviter que, selon la juridiction de laquelle dépend le mineur, voire du juge auquel il est affecté, la disparité du concept soit trop forte. Je voudrais par contre revenir sur le juge de la liberté et de la détention. Paris n'est pas la France est maillée, et pourvu que ça dure, de petits tribunaux ne disposant pas de pléthore de juges de la libération et des détentions. Alors vous dites qu'on n'a pas non plus beaucoup de juges des enfants, mais je pense qu'on a un peu plus de juges des enfants que de juges de la liberté et de la détention. Et donc, du coup, spécialiser un JLD justice des mineurs risque de ne consister qu'à estampiller chaque JLD de cette qualification au prix peut-être d'une heure ou deux de formation, sans véritablement créer une spécialisation. Les juges des enfants que nous avons rencontrés, comprenant parfaitement qu'il fallait dissocier les deux fonctions, ont plutôt proposé que ce soit un autre juge des enfants qui statue de la liberté et de la détention. Nous aurions alors bien une dissociation doublée d'une vraie spécialisation. Enfin, je ne peux également que souscrire à la proposition de la Commission de repousser l'entrée en application de ce texte à septembre 2021. Mais j'ai bien entendu le côté « rendez-nous le JLD et peut-être qu'on vous donnera du temps ». Mais tous les intervenants, effectivement, s'accordent pour demander quelques mois, y compris ceux qui sont favorables, et attendent cette réforme. Alors, Monsieur le Ministre, vous qui nous dites régulièrement de faire confiance aux juges, à votre tour, faites-leur confiance en leur donnant pleinement le temps de se préparer à cette réforme qui le mérite. En définitive, vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera ce texte, mais restera vigilant sur son application concrète. La parole est à Madame Laurence Harribey du groupe socialiste, écologiste et républicain pour 9 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, lors de votre audition, Monsieur le Ministre, vous déclariez « Je ne connais pas de réforme qui ne suscite pas de larges oppositions ». Pour qui aime les joutes oratoires, nous pourrions vous répondre par ce proverbe chinois logique, puisque qui réforme souvent déforme. Plutôt que de balayer d'un revers de main les oppositions, nous nous sommes attachés à déterminer qui dit quoi, pourquoi, comment, à quel moment, au nom de quelle réalité ou quel principe. Ceci pour répondre à une question simple, pourquoi une réforme, en tentant d'y trouver le sens et la légitimité, car prendre une réforme comme seule réponse à un problème posé, c'est se réformer de toute autre action possible. Qu'est-ce que nous retenons de ce travail ? Oui, une certaine unanimité pour une réforme, la nécessité d'une réforme, et pourtant des blocages importants. Pour notre part, nous souscrivons en effet au principe de la réforme. Pour permettre une meilleure lisibilité, d'autres l'ont dit, d'un corpus législatif amendé près de 40 fois depuis 1945, avec des modifications qui, au fil des années, a fait perdre de la cohérence au texte d'origine et a manqué de clarification. Nous sommes favorables aussi à une réaffirmation des 3 principes de l'ordonnance 45, et vous l'avez rappelé, ils y sont bien, primauté de l'éducatif sur le répressif, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de sanction, spécialisation de la justice des mineurs et atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge. De même, nous souscrivons aux 3 attendus de la réforme, l'instauration d'une présomption d'irresponsabilité avant 13 ans qui nous permet de nous mettre en conformité avec les conventions internationales, l'accélération du jugement via une procédure en 2 temps, culpabilité, puis audience de sanction avec une mise à l'épreuve entre les deux, et la volonté de remettre la victime au centre. Mais au-delà de ces attendus louables,
Une analyse plus fine montre que la réforme acte en fait la remise en cause progressive de la philosophie de l'ordonnance de 1945. En effet, peu à peu, du fait des mutations sociales et de la perception du jeune dans la société, l'impératif de la prise en compte de la personnalité des auteurs d'infractions et de leur contexte de vie a été abandonné, en particulier pour les mineurs les plus âgés. Et ceci au profit de la notion plutôt de trouble de l'ordre public, qui, lui, doit être rétribué par une sanction pénale avec un abandon progressif de la référence à l'enfant et à son intérêt. La question qui était à l'origine « pourquoi punir ?» devient « comment punir ?» La perception est importante sur ce plan. Une évolution qui est particulièrement marquée dans les années 2000, puisque entre 2001 et 2008, pas moins de 8 textes, dont 7 de nature législative, se sont traduites par 3 tendances lourdes qu'on retrouve finalement dans votre texte. Un renforcement du volet répression, un alignement progressif sur les textes concernant les adultes, un renforcement du pouvoir du parquet et de la police en liaison directe avec les autorités politiques locales. Et cette évolution est interrogée par les chiffres, puisque 93% des affaires connaissent une réponse pénale s'agissant des mineurs, contre 88% concernant les majeurs. Par contre, 82% des mineurs incarcérés ne sont pas jugés et relèvent de la détention provisoire. D'où finalement cette interrogation sur le renforcement du volet pénal. Ne fallait-il pas plutôt se poser la question des moyens consacrés à la justice des mineurs et éviter ces fameux 82%? Cette analyse nous conduit à mettre l'accent sur 3 divergences de fond qui fondent nos amendements. Les 3 divergences, d'abord une divergence sur la méthode qui revient à une divergence de fond. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque les collègues ont insisté et notre rapporteur vous l'a rappelé. Avoir procédé par ordonnance pour un texte aussi important est largement contestable. Si on peut comprendre le recours à l'ordonnance dans le contexte de 1945, l'enjeu de ce code pouvait mériter mieux et avoir une réflexion beaucoup plus large. Une deuxième divergence de fond pour nous, c'est que ce texte privilégie, contrairement à ce que vous dites, la répression au détriment du temps éducatif du fait de 3 insuffisances. Il ne le privilégie pas dans les attendus, mais dans la réalité de ce qui va se passer. La question des délais, certes l'objectif est de raccourcir, mais les délais inscrits dans le texte sont des délais indicatifs qui ne sont pas encadrés. Et faut-il rappeler que dans l'article de 45, dans l'article 12-13, il y avait une obligation que les mesures éducatives soient mises en œuvre dans les 5 jours. Donc si le délai n'est pas respecté, c'est qu'il y a des problèmes ailleurs. Deuxième insuffisance, la place trop large laissée aux procédures d'exception qui ne respectent pas la phase éducative et qui conduira immanquablement à un durcissement des mesures prononcées et de fait à un rapprochement de la justice des mineurs avec celle des majeurs. Enfin, 3e insuffisance, la question des moyens, qui est une vraie question de fond, car elle détermine la crédibilité même de la réforme. La 3e divergence, largement soulignée par Madame le rapporteur, concerne la faisabilité matérielle en amont et en aval d'une crise sanitaire qui est venue aggraver les difficultés de la justice des mineurs. Sur ce point, la quasi-totalité des acteurs souligne les difficultés. Et quand la quasi-totalité des acteurs souligne une difficulté, c'est que quelque part, il y a quand même un problème. Et dire que tout sera prêt relève pour nous un peu de la méthode Coué. Ces divergences fondent nos propositions d'amendement qui reposent sur 3 points de vigilance. D'abord, le report de l'entrée en vigueur du Code pénal de la justice des mineurs. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisque la rapporteure a fait des propositions. Deuxième point de vigilance, la question de la responsabilité atténuée en fonction de l'âge, et notamment le caractère irréfragable de l'irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans. Nous considérons que seule une présomption irréfragable aurait permis de répondre aux engagements internationaux de la France et d'assurer aux mineurs en conflit avec la loi une égalité de traitement. Cette question est liée à celle de la définition du discernement
qui ne nous semble pas satisfaisante dans le texte. Et là, Monsieur le ministre, nous vous rejoignons puisque nous avons présenté un amendement qui va dans le sens du vôtre. Enfin, la question de l'audience unique pour les réitérants, pour nous, reste problématique car elle tend à se confondre avec une comparution immédiate, ce qui porte atteinte à la fois au principe de spécialisation des juridictions et à celui de la primauté de l'éducatif. Donc les divergences, elles ne sont pas sur les attendus, elles sont bien sur la situation actuellement de la justice des mineurs et de ce qui risque de se passer. En conclusion, on peut regretter que cette réforme ne soit essentiellement que procédurale et concentrée sur le volet pénal. Avec cette réforme, on peut se demander en quoi on s'attaque plus qu'hier aux carences éducatives que l'on prétend combattre. Une piste n'a malheureusement pas été suivie, celle de la déjudiciarisation de nombre de procédures au profit de systèmes civils construits pour distraire du judiciaire les infractions se rapprochant des incivilités, et le rôle des autorités politiques locales qui jouent un rôle particulier dans la réinsertion et dans la prise en compte de la délinquance des mineurs. Un code de l'enfance incluant les dispositions civiles et pénales aurait ainsi permis de mieux prendre en compte la volonté, si toutefois cette volonté existe toujours, de considérer le mineur en conflit avec la loi comme un enfant à protéger. Vous l'aurez compris, notre position est pour l'instant relativement distante de ce texte-là, mais nous avons présenté des amendements et nous espérons que le texte pourra évoluer. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Miedeville pour 5 minutes pour le groupe des Indépendants. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues, l'ordonnance de 1945 sur la justice pénale applicable aux mineurs a fait l'objet de près de 40 modifications au cours de son histoire. Au fondement du droit pénal spécifique aux mineurs, je trouve l'idée centrale de discernement et celle de l'importance de travailler à remettre le mineur dans le droit chemin. Malgré de nombreuses modifications que j'ai évoquées, un principe a toujours guidé la réponse pénale que notre pays applique aux mineurs délinquants. Il s'agit de favoriser les mesures éducatives lorsqu'il est possible d'éviter le recours à des mesures répressives. Il me semble que nous retrouvons tous autour de cette philosophie centrée sur la nécessité d'assurer l'insertion ou la réinsertion de ces jeunes. La réforme que nous examinons aujourd'hui est nécessaire. Nous aurions néanmoins souhaité qu'elle soit menée dans un contexte plus apaisé. Le recours à une ordonnance, qui plus est en procédure accélérée, contraint légèrement le débat parlementaire. Cette réforme doit néanmoins se faire, notamment pour permettre à la France de respecter ses engagements internationaux, mais aussi pour rendre cette justice plus efficace et plus juste. Notre groupe soutient l'extension de la spécialisation des juridictions pour les mineurs. Ils ne sont pas des justiciables comme les autres. Il importe donc que les magistrats en charge aient une connaissance fine et spécifique de ces affaires. La commission des lois a encore accru cette spécialisation en renforçant la compétence du juge des enfants. Cette spécialisation ne dispense pas du respect des conditions du procès équitable. Nous nous réjouissons que la phase de mise en examen soit supprimée et que la procédure satisfasse maintenant pleinement au principe d'impartialité. C'était indispensable. Nous nous félicitons aussi du fait que les mineurs entendus dans le cadre de l'audition libre seront désormais accompagnés d'un avocat, comme c'est le cas pour les majeurs. Les mineurs doivent bénéficier d'une protection renforcée. Nous soutenons donc également l'interdiction du principe de recours à la vidéoconférence pour les audiences concernant leur détention provisoire. En plus d'une justice équitable, les mineurs ont besoin d'une justice rapide. C'est un point crucial pour l'ensemble des justiciables français, mais il est encore plus pour nos jeunes.
Nous saluons l'objectif poursuivi en matière de réduction des délais de la justice pénale des mineurs. Il est important que le jugement d'un mineur puisse intervenir rapidement et, si possible, évidemment, avant sa majorité. Vous l'avez largement souligné, monsieur le garde des Sceaux, dans votre intervention en préambule. Au-delà de l'amélioration de la célérité de la procédure, nous saluons aussi sa simplification. La décomposition en 4 modules de la mesure éducative judiciaire provisoire apporte une utile clarté et permet de prononcer la mesure la plus adaptée possible à la personnalité du mineur. Cette réforme est nécessaire, je le répète, et attendue. Néanmoins, se pose la question de son entrée en vigueur. En suivant l'excellent travail de notre rapporteur Agnès Canayer, la commission des lois a reporté la date de son application du 31 mars au 30 septembre 2021. L'objectif de ce report est de permettre aux services de finaliser les préparatifs en vue d'une application de la réforme dans les meilleures conditions possibles. Vous l'aurez compris, notre groupe, les Indépendants, soutiendra l'adoption de ce projet de loi. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa pour 5 minutes pour le groupe Écologie Solidarité Territoire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la France n'est pas assez riche de ses enfants pour en négliger un seul. Songeons un instant à cette phrase écrite dans le préambule de l'ordonnance du 2 février 1945. Gardons-la à l'esprit alors que nous débattons aujourd'hui de ce projet de réforme. À la lecture de ces mots, il est difficile de douter de la philosophie initiale qui est claire. Elle résidait derrière cette vision de la justice pénale des mineurs. Une justice spécifique qui vient au-delà de la sanction, protéger aussi les mineurs d'eux-mêmes face à leur immaturité et leur méconnaissance des nombreux pièges et embûches de nos sociétés modernes. Ces mots contre lesquels leur jeune âge ne les prémunit pas toujours, auxquels même il les expose. Il s'agit ensuite d'une justice bâtisseuse et non punitive, car elle repose sur le principe fondateur de la primauté de l'éducatif sur le répressif, ayant à prendre en charge des personnes naturellement en pleine construction. Ce projet de réforme par ordonnance, 40e modification législative en la matière, cela a déjà été dit à plusieurs reprises, a été engagé par le gouvernement en mars 2019. Il se donnait pour objectif de construire une justice pénale des mineurs plus lisible et efficace. Cet objectif n'est apparemment pas atteint. Les syndicats de magistrats et les chefs de juridiction vous avaient alerté, Monsieur le ministre, le délai avant l'entrée en vigueur de la loi, fin mars au mieux, était bien trop court pour permettre la mise en place de la réforme dans de bonnes conditions. Vous vous êtes prononcé positivement pour le report du délai d'application au 30 septembre 2021 introduit par la Commission des lois, dont acte. Ce PJL non seulement met l'accent sur le répressif, mais aussi s'engouffre dans le problématique rapprochement entre la justice des mineurs et celle des majeurs. À cet égard, certaines dispositions nous interpellent. Nous demandons la suppression de l'article L121-7 du Code qui prévoit une exception à l'excuse de minorité, ainsi que celle de l'article L413-1 qui prévoit la retenue par un officier de police judiciaire pour une durée allant jusqu'à 12 heures d'un mineur âgé de 10 à 13 ans. Le texte gouvernemental ne prévoit qu'une présomption simple, à savoir que le juge des enfants pourra, à l'issue d'un débat contradictoire, déclarer un mineur de moins de 13 ans responsable s'il a fait preuve de discernement au moment des faits, ce qui est inacceptable juridiquement et moralement.
La présomption d'irresponsabilité s'appliquant à ces enfants, nous proposons qu'elle soit irréfragable et que le seuil de 14 ans, déjà appliqué dans plusieurs pays européens, soit retenu en France. Ajoutons que la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU prévoit un seuil d'irresponsabilité pénale qui n'a jamais été mis en place en France. Enfin, nous refusons l'application du principe de la surveillance électronique ou bracelet électronique aux mineurs. Plutôt que d'être coercitive, la justice des mineurs a surtout besoin de moyens. Ce texte, en soi, il est loin de nous satisfaire. Nous tenterons toutefois de l'amender pour qu'une bonne réforme de la justice pénale des mineurs soit encore possible. Si nous n'y parvenons pas, nous voterons contre. Je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues. Avant de commencer mon propos, je souhaiterais apporter tout le soutien du groupe RDSE à notre collègue Annick Billon, dont le traitement médiatique et sur les réseaux sociaux ces derniers jours est absolument injustifié et injustifiable. Le texte dont elle est l'auteur... Le texte dont elle est l'auteur est une avancée juridique incontestable, nous l'avons tous voté, et les polémiques regrettables ne nous empêcheront pas de poursuivre avec elle notre travail pour la protection des enfants. La tragédie de la petite Evaëlle, 10 ans, lorsqu'elle a mis fin à ses jours après avoir été harcelée par ses camarades, ou le lynchage du jeune Yuri, qui nous a tous émus ces derniers jours, résonne en nous au moment de l'examen de ce projet de loi. Ces actes viennent nous rappeler que l'enfance n'est pas toujours synonyme d'insouciance et que les victimes, même si les coupables sont mineurs, ont droit à une réparation. À cette nécessaire réparation font écho nombre d'interrogations sur le chemin que nous voulons pour nos enfants, les sanctions que nous devons apporter à leurs fautes, mais également la manière d'éviter que certaines récidivent et plongent dans la délinquance. Tant de questions qui auraient mérité un débat plus long dans le temps et plus large que la législation par ordonnance ne permet que trop peu, hélas. Les interrogations que je partageais à l'instant, l'ordonnance du 2 février 1945 y a longtemps répondu. Les principes cardinaux qu'elle pose, de spécialisation des juridictions, de recours à minima à la privation de liberté et d'atténuation de responsabilité par rapport aux majeurs, ne sauraient être contestés. Mais force est de constater qu'au gré des réformes, mais aussi d'une société qui a évolué, elle devait être modifiée et clarifiée. À ce titre, l'instauration d'une césure, dont l'objectif est de raccourcir les délais entre le prononcé d'une peine et son application, est bienvenue. Combien d'exemples avons-nous de jeunes sanctionnés après leur majorité ? Au mieux, certains sont déjà sortis de la délinquance. Au pire, ils y ont sombré, faute de mesures éducatives prises assez tôt. Pour être efficace, ce système de double audience, l'une d'examen de culpabilité et l'autre de sanction, devra s'accompagner de moyens, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Concernant la procédure, toujours je suis plus partagée sur l'audience unique. Bien que très encadrée, ma crainte est de voir cette procédure censée être un outil d'exception se généraliser. Selon la directrice de la PJJ, ce sont près de 20% des dossiers qui pourraient être traités en audience unique, ce qui viendrait mettre à mal le principe de spécialisation des juridictions. Pour en venir à la sanction et à la notion de discernement, la fixation d'un seuil s'apparente toujours à un jeu d'équilibriste, tant un même âge peut recouvrir des réalités et une maturité différentes. La fixation à 13 ans de l'âge de discernement nous permettra, ici, de remplir nos obligations à l'égard de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le fait que les présomptions de discernement comme de non-discernement ne soient pas irréfragables permet d'éviter les effets de seuil et laisse toute latitude au juge de les renverser si la situation l'exige. Concernant l'aspect sanction de ce code de justice pénale des mineurs, je regrette que l'accent soit davantage mis sur la privation de liberté que sur les mesures éducatives. Les centres éducatifs fermés sont une solution, mais ils ne peuvent être l'alpha et l'oméga de la réponse juridique que nous apportons à nos jeunes délinquants. Si beaucoup d'entre eux sont très mobilisés sur les mesures éducatives, ce n'est pas le cas partout, monsieur le garde des Sceaux, et il nous faut garder à l'esprit le principe du recours à minima à la privation de liberté. Pour conclure, l'on peut écrire de bonnes lois, mais si la pratique est défaillante, l'effort sera vain.
C'est pourquoi nous sommes favorables à un report de l'entrée en vigueur de ce texte le 30 septembre 2021, proposé par Madame la rapporteure, dont je salue le travail, et qui semble beaucoup plus réaliste. Pour que ce texte soit bien appliqué, il faudra inévitablement davantage de greffiers, de magistrats, et donc davantage de moyens pour la justice de notre pays. La récente hausse de 8% du budget global semble aller en ce sens. Mais ma qualité de rapporteur du budget de la PJJ me rappelle que les budgets consacrés à la formation de la PJJ sont en baisse. De quoi susciter des interrogations quant à la mise en place de la réforme. Pour conclure, vous l'aurez compris, malgré toutes ces réserves, le groupe RDSE, dans sa majorité, votera ce texte, mais gardera un œil très attentif sur sa mise en œuvre à l'avenir. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant pour Monsieur Philippe Bas pour 14 minutes pour le groupe Les Républicains. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je reprenais le texte original de l'ordonnance de 1945 pour préparer cette intervention. Et j'y disais, c'est dans le rapport de présentation, il est signé du général de Gaulle. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'on en perde un seul. Je crois qu'il est bon de garder cette inspiration des auteurs de l'ordonnance de 1945 dans une période si difficile. La situation de la délinquance des mineurs reste inquiétante. En 2018, il y a eu des condamnations pour 9200 agressions, dont 110 homicides et blessures involontaires, 200 viols, 6400 coups et violences volontaires. Il y a eu 23 000 condamnations pour atteinte aux biens et 5600 condamnations pour trafic de stupéfiants. La part des mineurs dans la délinquance, pour autant, semble avoir diminué au cours des 20 dernières années, passant de 22% à 18% des mises en cause. Mais elle demeure, les chiffres que je viens de citer en attestent, à un niveau beaucoup trop élevé. Les principes de l'ordonnance de 1945, notamment la primauté de l'éducation sur la répression, demeurent pertinents. Mais la pratique de la justice des mineurs révèle des dysfonctionnements importants et n'est pas à la hauteur des ambitions de 1945. Certes, au fil des années, de nouveaux outils ont été introduits qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est le cas, par exemple, des centres éducatifs fermés créés par le président Jacques Chirac et son garde des Sceaux, à l'époque Dominique Perben, qui sont un réel succès, je crois qu'on peut le dire. Seuls 10% des mineurs qui y sont affectés sont finalement incarcérés, ce qui veut dire que 90% des autres mineurs qui passent par les centres éducatifs fermés sont remis qu'à un quart sur un meilleur chemin. Cependant, l'insuffisance des places d'accueil est réelle. Et si la loi de programmation pour la justice de 2018 a prévu l'ouverture de 20 centres, et si la chancellerie a engagé un travail important pour permettre la construction de ces centres, seuls 4 d'entre eux
ouvriront d'ici à la fin du quinquennat. Les travaux d'intérêt général, également des instruments qui n'existaient pas en 1945, ils ont été introduits dans notre droit en 1983. Ils se sont développés seulement au cours des années 90. Ils ont été réformés en 2014, mais ils n'apportent pas les résultats escomptés. En 2019, 4300 travaux d'intérêt général ont été prononcés, seulement 3200 ont fait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, et actuellement il y a 13 mois d'attente. Quand un jeune est orienté vers un travail d'intérêt général, c'est beaucoup trop long. Mais tout gouvernement confondu, jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas donné les moyens de nos ambitions. Les jugements sont tardifs en cas de poursuite. Savez-vous, mes chers collègues, qu'il faut en moyenne 18 mois, non 19 maintenant, pour qu'une condamnation soit prononcée. Et comme souvent les mineurs délinquants ont entre 16 et 18 ans, il arrive fréquemment que les condamnations sont prononcées quand le mineur est devenu majeur. Certains sont sortis de la délinquance depuis longtemps quand ils doivent purger leur peine. D'autres, au contraire, ont eu le temps de commettre de nombreuses récidives sans avoir été arrêtés par la moindre sanction dans la dérive de la délinquance. Et les derniers font l'école de la délinquance dans des détentions provisoires qui portent mal leur nom puisqu'elles deviennent interminables. Ces détentions provisoires ont augmenté de 40% entre 2015 et 2019, ce qui donne une idée de la gravité de la situation et du scandale de la situation de la justice des mineurs dans la période actuelle. Révisée 39 fois, l'ordonnance de 1945 est par ailleurs devenue inaccessible aux magistrats, aux avocats, sauf les meilleurs d'entre eux, Monsieur le ministre, bien sûr, et encore plus aux délinquants et à leurs victimes. Cette situation ne pouvait pas s'éterniser, et c'est pourquoi une réforme était devenue indispensable. D'abord, la codification. Alors évidemment, mes chers collègues, il faut convenir que notre valeur ajoutée en matière de codification n'est pas aussi grande que nous pourrions l'espérer. Et sur ce point, il faut reconnaître que le travail de codification est tout destiné aux ordonnances. Nous nous sommes opposés contre les ordonnances, mais pas pour la codification. Nous nous sommes opposés aux ordonnances parce qu'au-delà de la nécessaire codification, nous avions à réformer le régime de la justice des mineurs. C'est d'ailleurs ce que l'ordonnance a fait. Et cette réforme des règles de la justice des mineurs, il me semble qu'elle est présentée à la représentation nationale dans le respect des principes de 1945 et avec des innovations que nous pourrons approuver moyennant l'adoption des amendements qui ont été adoptés par la commission des lois sur la proposition de notre excellente rapporteure. Là, ce sont des choix politiques essentiels. On peut les approuver, on peut les rejeter, mais en tout cas, il convient que la représentation nationale en délibère, et c'est pourquoi nous étions opposés à l'habilitation. Nous sommes d'accord avec le principe de la césure, qui permettra d'avoir un jugement sur la culpabilité, nous l'espérons, dans le respect du délai de 3 mois qui est inscrit dans le texte. Nous sommes d'accord sur la mise à l'épreuve éducative dans un délai de 6 à 9 mois et sur le fait que le jugement
de sanction, quand il doit y avoir un jugement de sanction, intervienne au plus tard 9 mois après le début de la procédure. Nous sommes d'accord avec la simplification des sanctions autour de l'insertion, de la réparation, de la santé du mineur et aussi, en dernier recours, du placement. Et nous sommes d'accord avec la simplification de l'organisation renforçant le rôle du juge des enfants. Je crois que nous ne pouvons également qu'être d'accord avec la prévention de la détention provisoire, qu'elle ne soit décidée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité des obligations mises à la charge du mineur. Notre commission des lois a cependant souhaité 3 types d'améliorations. Elles ont été parfaitement présentées par notre rapporteur. La précision de la notion de discernement du mineur, qui ne se réduit pas à la constatation de son âge. La spécialisation des acteurs, en renforçant encore le rôle du juge des enfants, c'est à lui de prononcer la détention provisoire et à nul autre, avant l'audience de culpabilité. Enfin, nous avons, monsieur le garde des Sceaux, considéré que vous aurez trop de mal à tenir le délai que vous vous êtes assigné à vous-même pour que nous ne vous demandions pas de le prolonger. C'est ainsi que la commission des lois vous l'a proposé. Je vois que vous êtes d'accord sur le principe de prendre un peu de temps, parce que dans la période que nous venons de vivre, il y a eu beaucoup d'instances qui n'ont pas été traitées. Vous avez des problèmes matériels à résoudre, des problèmes de procédure, des problèmes d'informatique. Je vois bien qu'un effort est fait pour recruter des magistrats, recruter des greffiers, recruter des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais enfin, tout ceci ne peut pas donner son plein effet en quelques semaines, et si cette réforme se met en œuvre alors que les conditions matérielles de son application ne sont pas réunies, elle risque fort d'échouer. C'est la raison pour laquelle notre commission a insisté sur la nécessité de se donner un peu de marge. Voilà, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président, madame le rapporteur, chers collègues, ce que je voulais vous dire en apportant le soutien de mon groupe au travail accompli par la commission des lois pour améliorer une réforme dont les principes nous paraissent conformes à ce que nous pouvons attendre de la justice des mineurs.